Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ici. Vous siégez dans l'hémicycle où siègent les élus du peuple de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont vous voyez les armes ici. La Provence, les Alpes qui relèvent du Dauphiné et les Alpes-Maritimes, ou une partie d'entre elles qui relèvent de l'ancien comté de Nice. Donc nous avons une riche histoire, une grande diversité culturelle dans cette région, de 5 millions d'habitants, qui comptent de grandes îles comme Nice, comme Toulon, comme Marseille, bien sûr, Aix, Avignon, et qui est surtout souhaite jouer un rôle dans la politique méditerranéenne de la France, surtout en ce moment où les choses ne sont pas évidentes, mais au contraire dramatiques dans cet espace. L'eau, d'ailleurs, est un des problèmes majeurs que nous avons en commun avec les pays de la Méditerranée. Et donc, ce dont vous allez débattre aujourd'hui nous intéresse absolument au premier chef. Je suis très heureux de vous accueillir. Je m'excuse de ce léger retard. D'accueillir d'abord Gilbert Mitterrand, président de la Fondation Daniel Mitterrand, France Liberté, et son directeur Emmanuel Poilane, ainsi que l'équipe qui s'est fortement mobilisée. Je voudrais dire ici, sans m'attarder, bien sûr, mais je ne peux pas ne pas vous dire l'amitié qui me lie depuis très longtemps, depuis l'époque où son père était président de la République, à Gilbert Mitterrand, qui est un ami et une personnalité pour laquelle j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amitié, et avec beaucoup d'émotion, je suis heureux de pouvoir le lui dire ici aujourd'hui. Je salue Nicolas Humbert, directeur de Green Cross France et Territoires, et son équipe, à qui je demande de bien vouloir transmettre mes amitiés au président de Green Cross International, Mikhaïl Gorbatchev, que j'avais eu l'honneur de recevoir ici même, et nous avions pu échanger, car il se trouve que précisément François Mitterrand m'avait envoyé, lors du coup d'État qui avait eu lieu en Union soviétique à l'époque, contre Gorbatchev, pour une mission qui était particulièrement singulière. Je salue les personnalités ici présentes, les élus, ma collègue du conseil régional Elsa Di Meo, qui est conseillère régionale déléguée à l'eau et aux risques naturels, et qui co-présidera votre assemblée lorsque je devrais poursuivre mes activités de président du conseil régional, ainsi que Christine Sandel, qui est conseillère régionale déléguée à la protection du littoral et du milieu marin. Je salue les intervenants et je vous salue tous avec beaucoup d'amitié parce que je pense que nous partageons beaucoup d'idéaux communs. Lorsque je songe également, je ne peux pas ne pas mentionner ici Daniel Mitterrand, qui a été, comme François Mitterrand, pour moi quelqu'un d'infiniment respectable et pour lequel j'avais beaucoup d'affection. Et en vérité, et à l'un et à l'autre, je dois l'essentiel de ma vie politique, qui est longue, et donc je leur dois beaucoup. Et Daniel Mitterrand, qui était pour moi ce qu'elle a été pour tous, c'est-à-dire un exemple formidable de simplicité, de dévouement militant, et qui le reste. Donc, outre le plaisir que j'ai de vous recevoir dans cet hôtel de région, il y a évidemment l'intérêt que nous portons ici dans cette région à ce qui est manifesté par ceci, c'est le bien commun de l'humanité et que l'eau n'a pas de prix. Et donc ce colloque consacré à l'eau et l'énergie sont deux thématiques qui sont au cœur de la vie de nos concitoyens, particulièrement dans une région méditerranéenne où nous avons ce problème du climat méditerranéen, de l'évolution climatique et du problème de l'eau. Cette journée s'inscrit donc pleinement dans le cadre d'un débat régional, mais aussi d'un débat national sur la transition énergétique qui a été initié par le président de la République et organisé par les régions sur leur territoire. Évidemment, il n'est pas nécessaire devant vous de rappeler les immenses défis que représente cette lutte contre le réchauffement climatique, la raréfaction des ressources fossiles, leurs conséquences économiques et sociales également qui pèseront sur nos concitoyens comme ils pèsent déjà sur les plus démunis d'entre eux. Chacun mesure aujourd'hui que cette transition est une nécessité pour notre pays. Chacun sait aussi qu'elle représente
l'occasion d'une vie meilleure, moins dépendante d'importations massives, avec une production plus décentralisée, plus proche du contrôle des citoyens, avec de nouveaux emplois également pour nos industries. Donc nous sommes bien conscients à la fois de cette nécessité, qui est à la fois environnementale, sociale, économique, et également du potentiel qu'offrent les énergies renouvelables, et donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est mon 3e mandat, cela fait 14 ans, 15 ans que je préside cette région, s'est engagée de longue date pour un développement durable de son territoire. Grâce notamment au dispositif que nous avons appelé AGIR, qui a été mis en place dès 2007, la région a encouragé l'émergence d'un millier de projets innovants qui permettent aux bénéficiaires d'anticiper la hausse du prix des énergies en réduisant les consommations, et puis de s'engager dans de nouvelles pratiques économiques respectueuses de l'environnement. Ce dispositif a ainsi, par exemple, à son actif la création d'une filière bâtiment durable qui permet l'édification de bâtiments de qualité, prenant en compte les particularités, je le disais à l'instant, de notre climat méditerranéen, le développement de démonstrateurs dans les domaines des énergies du futur, que sont les réseaux intelligents ou l'éolien flottant, et puis d'avoir fait de notre région la première région de France en matière de photovoltaïque. Et donc nous sommes riches de ces expériences, de nos réflexions qui ont été menées dans le cadre de l'élaboration de notre schéma régional qui s'appelle schéma régional climat, air et énergie, et que nous élaborons avec l'État. C'est donc naturellement que la région s'est engagée dans l'organisation et l'accompagnement de ce débat. Elle a été ainsi l'une des premières régions de France à organiser dès le 30 novembre une conférence qui réunit l'ensemble des parties prenantes afin d'initier avec chacun ce processus de discussion et d'échange, démocratie participative, qui doit nous conduire à un choix collectif et partagé sur le cap à donner et le calendrier possible de la transition énergétique. Pour que ce débat ne soit pas un débat d'experts, mais bien, pas seulement un débat d'experts, mais bien un débat au cours duquel le plus grand nombre puisse participer, j'ai souhaité, en plus de l'accompagnement régional aux initiatives locales, que 6 grandes réunions régionales soient organisées dans les départements, au plus près de nos concitoyens. La région compte 6 départements. Chacun pourra ainsi trouver sa place dans l'élaboration des recommandations et des contributions des acteurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui seront transmises au niveau national après une validation transparente de leur synthèse par une grande conférence régionale de clôture. Et donc, évidemment, vos réflexions d'aujourd'hui vont être très utiles pour nous, pour notre réflexion régionale, et elles trouveront tout naturellement leur place dans cette réflexion. Comment ne pas s'interroger sur les impacts de la transition énergétique, sur la ressource en eau, alors que l'on sait que l'eau et l'énergie sont étroitement interdépendantes et qu'au même titre que l'énergie, l'accès à l'eau est un droit à garantir pour nos concitoyens, le droit à l'eau, qui était si cher dans les discours que nous tenait Madame Mitterrand. Ces interrogations prennent évidemment une dimension particulière lorsque l'on se rappelle que parler du droit à l'eau, c'est aussi parler de l'accès à l'eau potable pour près d'1 milliard d'êtres humains et des peuples qui meurent de soif ou qui meurent des maladies parce que l'eau est polluée. Ces interrogations sont d'autant plus légitimes si l'on considère les impacts attendus et qui sont déjà présents dans le dérèglement climatique, la nécessaire prise en compte des besoins liés à la vie biologique, la lutte contre les pollutions, comme elles le sont aussi au regard des nombreux défis que nous devons relever. Faire face à la pénurie d'eau, avoir de l'eau propre pour un monde sain, de l'eau pour les villes, de l'eau pour le développement, de l'eau pour irriguer les cultures qui nourrissent les hommes et les femmes. Vos préoccupations rejoignent tout à fait celles de notre région. Je suis particulièrement sensible au fait que vous ayez choisi cette région
où se pose le problème de l'eau. Je pense par exemple au scandale qu'il peut y avoir dans une région touristique et où les investissements mondialisés se font sentir quelquefois douloureusement lorsque on voit ici voisiner un golfe dévoreur d'eau, faire pousser un gazon épais qui trouve peut-être sa place en Écosse, mais moins naturellement chez nous, à côté d'un champ où un viticulteur n'aura plus d'eau pour sa vigne. Et malheureusement, ce sont des exemples que l'on voit ici, dans cette région qui a le caractère d'être à la fois celle du luxe le plus arrogant et puis d'une grande misère. C'est la région des quartiers nord de Marseille et de la Côte d'Azur. Vous voyez bien ce que je veux dire. Et donc, je suis heureux de vous accueillir dans cet hémicycle où nos élus travaillent et où ils ont choisi de relever ces défis de l'eau à long terme et de construire une politique de gestion globale et solidaire. Donc, face à ces défis pour lesquels les efforts de chacun doivent être conjugués, la région a choisi de prendre ses responsabilités. D'abord, comme autorité concédante du canal de Provence, c'est le président de région maintenant qui préside automatiquement la Société du canal de Provence, qui est chargée justement de gérer cette rareté de l'eau et de développer l'accès de l'eau d'une manière juste et équitable, avec une politique de prix et d'aménagement du territoire selon les nécessités de l'eau, surtout dans une région où nous avons une forêt méditerranéenne qui est prompte à s'enflammer et que nous devons surveiller avec beaucoup de soin. Donc, Canal de Provence qui assure la maîtrise publique d'une ressource qui alimente les 2/3 de notre territoire régional. Et puis aussi nos responsabilités comme structure d'appui aux acteurs publics du terrain avec la mise en œuvre d'un espace public régional de l'eau pour accompagner les communes qui souhaitent précisément aller ou revenir à une gestion publique de l'eau. Nous sommes de plus aujourd'hui résolument engagés dans une démarche partenariale avec l'ensemble des acteurs de l'eau de notre région. Avec eux, nous avons souhaité nous doter d'un schéma d'orientation pour une utilisation raisonnée et solidaire de la ressource en eau, le sigle allait de soi, qui s'appelle Source, qui, en aboutissant notamment à l'adoption d'une charte régionale de l'eau, eh bien, doit nous permettre de conjuguer et de coordonner nos efforts. J'ai souhaité construire cette charte sur cinq principes fondateurs qui m'ont paru essentiels à la durabilité de notre action. D'abord, nos spécificités méditerranéennes, qui sont à la fois la mer, mais aussi la montagne. Nous sommes une région de grande montagne, les Alpes du Sud, et de la mer, avec un très long littoral. La solidarité à laquelle je suis particulièrement attaché, qui donne du sens à toutes nos politiques, cette solidarité qui est aujourd'hui remise en question par la mondialisation et la destruction de certaines de nos valeurs républicaines, en tout cas un risque. La sobriété, qui ne s'oppose ni au développement ni à la modernité, mais tout simplement au gaspillage. Ce n'est pas un petit problème. Une gouvernance partenariale qui est en fait la seule garantie d'un partage équilibré entre chacun de cette ressource et puis qui en assure bien sûr la pérennité. Une maîtrise publique de l'eau qui seule maîtrise garantissant durablement, de manière transparente et sécurisée, un accès équitable à une ressource de qualité. Au-delà de cette charte, et parce que la gouvernance autour des questions d'eau est très complexe, elle fait intervenir des acteurs multiples, des niveaux de territoire différents. Il n'existe pas de lieu aujourd'hui où tout le monde puisse se parler. J'ai souhaité la création d'une instance régionale qui fédère les acteurs de l'eau et la société civile, un espace de dialogue permanent pour une maîtrise publique, précisément une gouvernance partagée de l'eau. Voilà, tant pour l'énergie que pour l'eau, il nous faut évidemment aujourd'hui imaginer de nouvelles approches pour une gestion qui soit intelligente, qui soit raisonnée, utiliser les meilleures possibilités et construire eh bien, une politique de gestion globale et solidaire.
Voilà, c'est de tout cela dont vous allez débattre en tenant compte à la fois de la raréfaction de la ressource en eau, de notre nécessaire développement, de la sécurité aussi, de la santé de nos concitoyens, de la protection de notre environnement. Voilà, je voulais vous remercier encore pour votre présence ici dans cet hémicycle. C'est à la fois un honneur et surtout une très grande satisfaction morale de vous voir ici rassemblés autour de Gilbert Mitterrand, que je salue encore avec beaucoup de respect et beaucoup d'amitié. Et naturellement, vos débats vont enrichir notre réflexion. Et donc, merci encore pour tout le travail que vous avez fait de préparation de cette réunion et puis de tous les enseignements que nous en tirerons ensemble. Je vous remercie. Cher Gilbert Mitterrand, vous avez la parole. Merci, cher Michel, tu me le permettras, Monsieur le Président. D'abord, merci pour tes propos amicaux et affectueux que tu as tenus, aussi bien très élogieux d'ailleurs à mon égard, mais par rapport à François et Daniel Mitterrand, certes. Et merci surtout pour ton accueil. Je rappelle qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, nous étions déjà dans cet hémicycle, que pour une rencontre que tu avais ouverte en tant que président. Cette rencontre s'appelait « Eau, planète et peuple », qui était organisée par France Liberté et par le CRID. Mais aussi, c'était une rencontre de préparation du Forum alternatif mondial de l'eau, qui préparait, enfin du moins qui précédait le FME, ce que nous on appelle le Forum des marchands de l'eau. C'est pas tout à fait pareil, mais bon, ça donne l'ambiance. Et un an plus tard, tu nous accueilles à nouveau dans cet hémicycle et nous tenions vraiment à t'en remercier. Bien sûr, nous avons choisi PACA pour tenir ces réunions qui nous semblent d'une grande importance, mais il faut dire que PACA est aussi une terre d'accueil remarquable et amicale qui justifie qu'on soit ici pour initier cette rencontre dans le cadre d'un débat national de transition énergétique. Et je souhaitais remercier à la fois le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sa vice-présidente, Madame Annick Delay, qui je crois sera là en clôture, mais Elsa Di Meo, qui est à nos côtés aujourd'hui. Je me permettrai de dire votre protocole, qui sait très bien faire les choses et qui nous reçoit d'une façon remarquable. Et puis aussi l'Observatoire régional de l'énergie et concertation, qui est chargé de l'organisation de ce débat national sur la transition énergétique. Bien sûr, mes remerciements associent Green Cross, France et Territoires, et en particulier qui sont co-organisateurs de cette rencontre, et en particulier Nicolas Imbert, ici présent, et je citerai également Alexandre Morin, parce que tout ça ne marche pas tout seul, il nous faut aussi des collaborateurs. Et puis Enercop PACA, qui apporte son soutien à la diffusion de cet événement, en particulier M. Éric Hainaut-Collet. Voilà, ce sont vraiment des remerciements plus que protocolaires. Ils sont vraiment sincères, amicaux, et je suis très très heureux, en plus que cela nous permette des rencontres individuelles qui se font trop rares, et cette fois-ci encore à tes côtés, c'est un grand plaisir. Bonjour et évidemment merci à tous ceux qui êtes vous tous qui êtes présents, à tous les intervenants dont la qualité et les compétences donnent toute la dimension à cette rencontre d'aujourd'hui. La Fondation France Liberté, vous le savez, est engagée pour le droit des peuples et le droit à l'eau et souhaitait contribuer au débat national sur la transition énergétique. Les choix énergétiques étant en étroite interaction avec l'eau et la démocratie. La Fondation France Liberté, par cette thématique eau et énergie, plaide, essaye d'éveiller les consciences et travaille pour aborder ce débat national par le biais d'un éclairage différent. Une approche qu'on va appeler éthique, si on veut l'appeler comme cela, c'est l'importance du respect de l'eau qui est un bien commun, et c'est pourquoi il faut la respecter, l'eau, c'est un bien commun de l'humanité et du vivant. Et cette approche éthique, c'est également le respect du choix citoyen
et démocratique, c'est-à-dire tout ce qui concourt à la transparence et à l'information, et ce qui veut donner les meilleures garanties aux décisions les plus appropriées, en tout cas démocratiques et citoyennes. Alors, l'eau n'est pas un simple facteur de production d'énergie, c'est un bien commun qui, lui, est non substituable. Tout ce qui sera gâché sera perdu et non réutilisable, si on y prend garde. La préservation des biens communs, l'eau en particulier, mais ce n'est pas le seul, doit être donc une priorité dans les choix énergétiques. Peut-on aborder ce débat national avec ce concept en tête? L'usage domestique de l'eau ne peut pas être considéré comme la fonction résiduelle de l'eau après tous les autres usages, agricole, industriel, énergétique, tout ce qu'on veut. L'usage domestique, le droit à l'eau, le droit à l'accès à l'eau pour les humains en particulier, pour le vivant en général, n'est pas une fonction résiduelle, c'est existentiel. Ce qui est en débat va donc au-delà des seuls aspects scientifiques, techniques ou économiques. Les choix énergétiques pour l'avenir, on se pose la question, enfin on y a répondu, mais on attend justement de pouvoir l'étayer par nos rencontres. Les choix énergétiques pour l'avenir ont-ils pour seul fondement de servir la poursuite d'un seul modèle de développement, celui que nous connaissons, ou qui consisterait à faire des recherches pour substituer une énergie à la pénurie d'une autre, pour un modèle qui serait indiscutable, parce que non contestable par définition? Ou au contraire, est-ce que ce débat sur la transition énergétique peut aller plus loin dans la réflexion, c'est-à-dire poser des enjeux, y compris sociétaux, bien sûr de modèles de développement revisités, mais aussi, je le dis, de modèles sociétals qui pourraient en découler. La fédération, la Fondation France Liberté penche, vous l'avez compris, pour le deuxième aspect, ce qui justifie le fait qu'on puisse, en amont du débat énergétique, avec vous, essayer d'introduire cette dimension dans le débat énergétique. La transition énergétique qui est imposée par le réchauffement climatique et l'épuisement des réserves d'énergie fossile, c'est une contrainte, c'est un casse-tête pour les tenants du premier concept, c'est-à-dire d'un modèle de développement intangible. Mais pour nous, nous disons c'est une chance. C'est une chance de redéfinir un modèle de développement et sociétal tout simplement respectueux des droits humains et du vivant. Est-ce que ce concept a sa place dans un débat national qui pourrait être international? Est-ce que le travail qu'on peut accomplir cet après-midi peut contribuer à d'abord, entre nous, pouvoir peaufiner les réponses que nous pouvons être en mesure de suggérer à qui? On ne va pas décider pour les autres, mais notre vocation, c'est justement d'éclairer le débat citoyen qui, de ce fait, peut aussi éclairer le pouvoir décisionnel, les élus ou quiconque, qui participeront à ce qui découlera d'un débat national sur la transition énergétique. Aujourd'hui, vous nous donnez cette tribune, vous nous offrez cette tribune, ici en PACA. C'est un moment fort, c'est une collaboration avec PACA qui nous va droit au cœur et qui, j'espère, aura toute son utilité, à la fois pour les débats nationaux, mais aussi pour les débats que vous menez ici même au sein de Provence-Alpes-Côte d'Azur. En tout cas, je vous souhaite à tous, évidemment, une journée de travail fructueuse, puisqu'il y aura deux tables rondes qui auront des intervenants et des animateurs. Ceux de France Liberté, Emmanuel Poilane sera animateur d'une table ronde et Louisa Crisp d'une autre table ronde. En tout cas, c'est en travaillant tous ensemble et avec Green Cross sur ce sujet qui nous est particulièrement cher, à la fois au cœur, dans notre pensée, mais aussi dans ce que cela peut suggérer de reconsidération d'un certain modèle de développement, on va dire,
plutôt axé sur des concepts certes très intéressants et utiles que sont le profit, par exemple. Cela étant dit, pour faire quoi? Si c'est au détriment de l'humain et des écosystèmes, ce n'est pas forcément vers quoi il faut s'enferrer. Donc on est là pour poser le débat, on est là pour essayer de trouver les solutions tous ensemble, et vraiment merci à tous d'y contribuer comme vous le faites depuis longtemps et encore aujourd'hui. Et merci à toi, Michel Vauzel, président de la région PACA. Merci beaucoup, cher Gilbert, de ces propos que tu viens de tenir. Moi, je serais très heureux si vous preniez vos habitudes ici, année après année. Donc, vous êtes chez vous, dans cet hémicycle, enfin, pas tout le temps, parce qu'il y a un moment où les élus, naturellement, réclameront leur place, mais vous n'êtes pas du genre à gêner le fonctionnement de la démocratie. Et au contraire, j'ai bien entendu les valeurs qui sont les vôtres et que nous partageons. Et en ce moment, quand on partage la même éthique, il est bon de se rapprocher pour le combat que nous avons amené et la résistance que nous avons amenée contre les valeurs de l'argent qui bafouent trop souvent les valeurs démocratiques et la souveraineté populaire. Donc, sur ces graves paroles, je vais laisser la coprésidence à Elsa Di Meo, et cet après-midi, c'est Annick Delay qui prendra notre succession, si j'ose dire. Merci encore et bon travail. Merci Gilbert.